Est-ce que vous nous entendez bien? N'hésitez pas à le dire déjà dans le chat. Merci à tous de venir du coup pour ce webinaire en collaboration avec notre partenaire AG2R La Mondiale, qui nous font l'honneur d'être présents avec non seulement Jérôme, qui sera l'animateur principal de ce webinaire, mais aussi Laurent. Bonjour à tous. Bonjour également. Et on a aussi ma collègue Laurie qui est présente pour répondre à vos questions dans le chat, qui est User Care chez Le Hibou. Moi, c'est Blanche, je suis chargée événementielle chez Le Hibou aussi, et donc on est tous ravis de vous avoir ici. Vous pouvez le voir dans les sondages, mais on a déjà 2 petites questions pour vous, pour que Jérôme puisse se situer sur les profils qui sont présents, afin de vous renseigner déjà au mieux. Avant de commencer et de passer directement au webinaire, et aussi le temps que tout le monde arrive, je vais vous faire une petite présentation de Le Hibou, même si je pense que vous connaissez déjà. Alors, Le Hibou, c'est la plateforme numéro 1 en tech et innovation sur la plateforme de freelance. On a plus de 120 000 freelances en Europe. On est situé dans plusieurs villes en France, à Lille, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Nantes, etc., mais aussi en Belgique. Nos missions durent environ 19 mois et on compte environ 7 500 missions longues. Et notre communauté s'accroît de 20% par an depuis déjà quelques années. On travaille avec beaucoup de clients, donc que ce soit dans le textile, dans le luxe, dans le commerce, etc., dans la finance aussi. Et maintenant que cela est dit, je vais laisser la parole à Jérôme afin qu'il se présente plus en détail et puis qu'il puisse vous animer ce webinaire. Encore merci à vous deux pour votre présence. Alors, je vois que là, le nombre de personnes, là, ça commence à monter. Est-ce que je démarre de but en blanc? Est-ce qu'on attend encore 2-3 minutes? Je pense que tu peux te présenter le temps que tout le monde arrive et ensuite tu pourras commencer directement. D'accord. Bon, eh bien, je m'appelle Jérôme Coquillat. Je travaille depuis 23 ans maintenant dans le groupe AG2R La Mondiale. Alors, le groupe que je vais vous présenter juste après, donc là, je ne vais pas trop en dire. Simplement, moi, mon métier, c'est d'accompagner donc des conseillers qui, au quotidien, rencontrent des personnes comme vous, des freelances, des dirigeants d'entreprise. Et nous, notre métier, c'est de vous expliquer de quelle manière vous créez des droits et puis après, de vous accompagner tout au long de votre vie professionnelle pour justement l'amélioration et l'optimisation de vos droits ainsi que de la couverture de votre famille. Voilà. Après, Jérôme, peut-être juste pour compléter avant que tu abordes le fond du sujet. Pour ma part, donc Laurent Combeau, donc je suis en charge des partenariats au sein du groupe. En fait, la volonté du groupe AG2R La Mondiale, qui existe maintenant depuis un peu plus de 120 ans, a toujours été de nouer des partenariats, notamment auprès des chefs d'entreprise professionnels libéraux et plus récemment au sein des plateformes, puisqu'on s'est rendu compte qu'il y avait un développement des freelances. Et l'idée de ces partenariats, c'est bien de vous apporter un certain nombre de services qui seront notamment développés. Et ces services ont été négociés spécifiquement pour les personnes qui sont sur la plateforme Le Hibou. Donc, je pense que vous pourrez, quand vous verrez le détail des services, je pense que vous pourrez remercier votre plateforme parce que c'est vraiment des services de qualité qui sont réalisés par nos 800 conseillers, salariés du groupe, experts du groupe, qui sont répartis sur l'ensemble du territoire. Voilà. Jérôme, je te laisse ta parole. Alors, je vois, on est à 44. En fait, Blanche, vous me dites dès que je démarre réellement. C'est quand tu veux. Tu as déjà eu en plus quelques réponses au sondage pour avoir un peu le fil type. Et c'est parfait parce que justement, ça va me permettre de pouvoir ajouter quelques petites subtilités à la présentation que je vais faire. J'en profite pour juste préciser, du coup, il y aura, comme Laurie l'a dit dans le chat, un replay qui vous sera envoyé à la fin, ainsi que les slides du webinaire. Donc, pas de souci là-dessus. Et puis, je pense que Jérôme, tu peux commencer quand tu veux. Ça marche. Laurie, je compte sur vous. Dès qu'il y a des questions sur les planches, vous m'arrêtez. Et puis voilà. Oui, alors, pareil, moi, j'ai un double écran. Donc, quand je regarde en haut, c'est que je regarde mes planches. Ce n'est pas que je cherche l'inspiration. Donc, voilà, ne traitez pas de fou. Et donc, voilà, je vais alterner entre mon ordi et l'écran du dessus. Et puis, si tout le monde en est d'accord, on va démarrer. Et puis, peut-être que ça fera venir les retardataires. Donc, juste une présentation rapide du groupe AG2R La Mondiale. Déjà, là, pour vous donner un petit peu notre raison d'être, nous sommes un groupe de protection sociale qui a été créé en 1905 avec 2 entités. L'entité AG2R qui va plutôt accompagner
les grandes entreprises ainsi que 120 conventions collectives. Donc, nous sommes là pour accompagner l'économie française dans toute l'organisation de la protection sociale des salariés. Et puis la partie La Mondiale, à laquelle moi je fais partie, qui est là pour accompagner les dirigeants d'entreprise et les professions libérales. Notre raison d'être, c'est prévenir, protéger et préparer. Alors prévenir, je vais vous donner un exemple tout bête. Dans le cadre des conventions collectives, au-delà de la protection des salariés, on a des actions de prévention. Par exemple, dans le cadre de la convention collective des boulangers, nous faisons beaucoup d'actes de prévention de l'asthme du boulanger, de la carie, etc. etc. Pour ce qui est de protéger, ça c'est notre métier principal d'assureur. Je ne vais pas vous faire un dessin et puis surtout ça va être l'objet là de tout ce dont on va parler pendant une petite heure. Et enfin, préparer, c'est exactement ce que nous faisons aujourd'hui. C'est-à-dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, là, on accompagne les dirigeants et surtout pour les aider à préparer l'avenir pour qu'ils puissent, là vous voyez comme la personne et sa fille, ils puissent vivre l'avenir avec un grand sourire. Concrètement, AG2R La Mondiale, c'est 15 000 salariés. C'est une entreprise sur 4, en fait, qui nous donne des sous. Nous sommes présents en épargne, en retraite, en santé et en prévoyance. Donc, ce qui veut dire que là, je vois, on a des personnes qui sont salariées, là, qui sont dirigeants salariés. Et peut-être que dans le cadre de votre couverture de retraite complémentaire, vous donnez de l'argent auprès d'AG2R La Mondiale. Si vous êtes salarié dans 120 conventions collectives que nous accompagnons, vous allez être protégé dans le cadre de l'action AG2R. Ce sera la même chose sur la mutuelle santé, quand vous allez chez le médecin et qu'on va vous rembourser les soins complémentaires. Petit rappel, la prévoyance, c'est la couverture arrêt de travail, invalidité, décès. Et puis, épargne et retraite, ça, je n'ai pas besoin de faire un dessin. Comme l'a dit Laurent, nous sommes sur tout le territoire français. Et puis, nous sommes une entreprise plutôt solide, puisque depuis 1905, là, on a 8 milliards de fonds propres, on a traversé 2 guerres mondiales, plein de crises. Donc, nous sommes un groupe plutôt solide. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va voir ensemble de quelle manière vous pouvez commencer à préparer vos stratégies de retraite. Préparer sa stratégie, on va vous proposer de le faire en 3 fois. D'abord, on va faire quelques constats et état des lieux sur la retraite en tant que telle. Et puis après, on arrivera sur la stratégie. Et puis, on terminera sur un cadeau que vous fait le hibou. Donc, un bilan qui va pouvoir vous être offert. Puisque aujourd'hui, dans le cadre de la stratégie, on va plutôt être sur des données générales. Et le hibou vous proposera de faire un bilan plutôt personnalisé. Au niveau des constats, quand on parle de retraite et pourquoi est-ce qu'il y a un problème de retraite en France et pourquoi est-ce qu'à nouveau, ça va être énormément débattu dans le cadre des élections présidentielles qui vont arriver, c'est qu'en fait, la France est championne du monde d'espérance de vie. Donc là, si vous regardez là, les grands pays, alors il y a juste le Japon qui nous bat, là, je ne sais pas pourquoi ils l'ont pas mis, mais sinon, nous sommes le deuxième pays où les gens vivent le plus vieux. Et donc, si vous regardez déjà là, les chiffres, en fait, ça, c'est l'espérance de vie à la retraite. Donc, on a déjà enlevé tous les gens qui ont disparu pendant leur activité professionnelle, pendant leur jeunesse. Et donc, si vous regardez, les hommes vivent 23 ans pendant leur retraite et les femmes 27 ans. Donc, et ça, c'est une espérance de vie qui ne fait que croître. Et donc, plus on vit vieux, plus on a aussi des maladies qui arrivent, telles qu'Alzheimer, etc., qu'on ne connaissait pas auparavant. Donc, on a un double problème en France qui est l'allongement de la durée et puis aussi toutes les données de dépendance, etc., qui arrivent et qui n'existaient pas, ne serait-ce que dans les années 80. Deuxième constat hyper important, c'est qu'on a de moins en moins de cotisants par rapport au nombre de retraités. Si vous regardez en 2002, on était grosso modo à 4 cotisants pour 2 retraités. Et le Conseil d'orientation des retraites, qui est un conseil d'experts à la fois politiques, mais aussi d'économistes, grosso modo, en 2040, on va quasiment être à 1 pour 1. Donc, les retraites nous coûtent de plus en plus cher puisqu'il y a de plus en plus de retraités et qu'ils vivent de plus en plus vieux. Et en plus, on a de moins en moins de cotisants pour payer tout ça. Donc, ça veut dire qu'on va à nouveau avoir plein de débats en France pour savoir qu'allons-nous faire de
de notre système. Alors, on ne va pas aujourd'hui faire de la politique, mais on va avoir des gens qui vont nous proposer de revenir en arrière, d'autres qui vont nous proposer d'être encore plus durs dans les réformes qui ont pu être arrivées. Réformes, alors là, on vous en a mis un tout petit bout là, tout bête. Les réformes, en fait, grosso modo, la retraite en France, elle a été créée en 1945. Juste après la Seconde Guerre mondiale, la sécurité sociale a été inventée avec une idée de se dire on va inventer une nouvelle société. Fini les guerres et on va essayer d'avoir un peu plus de solidarité. Donc la retraite, c'est la solidarité entre les générations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, ce sont les gens qui sont en activité professionnelle aujourd'hui qui cotisent pour les retraités. Donc c'est ce qu'on appelle un système par répartition. Au contraire d'un système par capitalisation où là, c'est chacun pour soi, je mets des sous de côté et puis je profiterai personnellement de l'argent que j'aurais mis de côté. Le système par répartition, donc créé en 1945, ne concernait que le régime de base des trimestres. Mais très rapidement, les grosses industries françaises ont décidé de créer des régimes complémentaires. Et ça a été vraiment une initiative purement privée des industries. Et ces industries n'ont pas souhaité confier cet argent à l'État. Donc, vous avez des entreprises telles qu'AG2R, le AGRR, c'était l'Association générale pour la retraite par répartition. Donc, vous avez des entreprises qui se sont créées d'utilité publique pour gérer cet argent, donc à la place de l'État. Et ça doit certainement vous parler, puisque là, je vois qu'on a 20% d'entre vous qui êtes salariés, mais généralement, vous allez tous commencer par du salariat. Donc, ça, c'est les régimes Agirc-Arrco. Donc, 2 régimes en France de retraite, la retraite de base, les trimestres, et les complémentaires par points. Donc, d'abord Agirc-Arrco pour les salariés, mais ensuite, tous les TNS, là, ça va certainement vous parler, c'est soit la CIPAV, soit le SSI. J'y reviendrai là tout à l'heure sur la distinction. En tout cas, tous, qu'on soit TNS ou salarié, on a ces 2 régimes-là. Et ces 2 régimes créés donc en 1945 n'ont jamais été réformés avant 1993. Là, c'est Michel Rocard en 1993 qui a commandé un livre blanc en se disant « Ok, notre système, là, il existe, mais concrètement, où est-ce qu'on est ?» Donc, création du Conseil d'orientation des retraites et une vraie question. Donc, vous voyez, 45-93, c'est quand même un 50 ans pendant lesquels on a financé, mais on ne s'est pas posé la question des financements. Et c'est là où on s'est dit, oula, les constats qu'on a faits là sur les planches précédentes font qu'on va avoir un vrai problème de financement des retraites. Et c'est là où on a commencé à avoir des réformes. Et là, vous voyez, première réforme 93. Là, on vous met 2014, mais la dernière était celle de 2023. On aura une planche juste après là sur la réforme 2023. Et en fait, on voit quoi? On voit que les réformes ne font que, à chaque fois, complexifier les systèmes pour finalement essayer soit d'ajouter des cotisations ou alors de limiter les prestations. Et c'est ce que vous voyez ici. Là, ça, c'est le régime de base des trimestres pour les salariés. On va donner 50% de la moyenne des revenus perçus. Lorsqu'on était en 1980, on prenait les 10 meilleures années. Et bien, avec toutes les réformes, aujourd'hui, on prend les 25 meilleures années. Pour avoir un taux à 50% sans décote, avant, il fallait 150 trimestres. Maintenant, il va falloir 172 trimestres travaillés, donc 42 ans d'activité professionnelle. Et puis après, on s'amuse à faire durée d'assurance, c'est-à-dire la durée d'assurance à la sécurité sociale divisée par la durée de référence demandée. Et là aussi, on est passé à 172 trimestres. Et puis, si vous regardez en bas, en 1900, à la base, quand la retraite a été créée, c'était 65 ans l'âge légal de la retraite. Et puis, promesse de campagne de la gauche en 1981, ça a été la retraite à 60 ans. Et puis après, la retraite est passée à 62 ans en 2013. Et puis, réforme des retraites 2018, qui a été validée en 2023, on est passé à 64 ans. À 65 ans, on se moque de savoir si on a tous les trimestres. Vous voyez ici là, le fameux taux à 50%. À 65 ans, on pouvait manquer de trimestre, on avait quand même le taux à 50. Ben, ça s'est passé à 67 ans en 2013 et ça n'a jamais été remis en cause jusqu'à maintenant. Mais donc, vous voyez, avant, on avait une borne 60-65 ans. Maintenant, on est passé ensuite de 62 à 67. Là, on est à 64 ans. Le sens de l'histoire voudrait dire peut-être passer à 69. Et bien ça, on verra
On verra dans les propositions faites par les différents candidats l'année prochaine de voir à quelle sauce ils vont vouloir nous manger. En tout cas, ce qu'il faut retenir, donc, c'est qu'encore une fois, les réformes des retraites, c'est soit augmenter les cotisations, soit baisser les prestations par, donc là, vous voyez, 15% de baisse de droits. Et ça, ce n'est que la retraite de base des salariés. Tous les TNS, votre système de retraite, lui, votre système de retraite par trimestre, il est transformé en points. Ça, c'est depuis 2003. Mais on vous demande d'avoir exactement le même nombre de trimestres pour ne pas avoir de décote. 172 trimestres. Et tous vos points complémentaires, Agir Carco, CIPAV et ou SSI, eux aussi, ils peuvent subir des réformes. Et ça, on en parle rarement. Généralement, les seules réformes qui mettent les gens dans la rue, c'est le fait d'augmenter les trimestres. Mais il faut savoir que vos régimes complémentaires, eux aussi, subissent des réformes. Et finalement, pour arriver où ? Eh bien, ça, c'est la dernière réforme en date. Et ça va être, je pense, l'énorme bagarre sur donc, les élections présidentielles. Alors là, c'est écrit petit, mais vous pourrez regarder tranquillement qui est concerné. Tout fonctionne en fait par année. Et en fait, les réformes à chaque fois concernent les plus jeunes. Donc là, on voit quoi ? On voit que ici, on a les vieilles réformes. Et vous voyez, avant, l'âge légal était 62 ans pour les personnes nées avant 61 ans. Et au fur et à mesure, on a basculé à 64 ans pour les personnes nées à partir de 1968. Et là, on a commencé à avoir une reculade cette année, puisque la loi de financement sécurité sociale a dit on va revenir en arrière sur la réforme de 2023 et les 64 ans. Et vous voyez, c'est ce qu'on a en vert ici. Finalement, cette reculade, elle ne concerne pas tout le monde. Ceux qui sont nés en 68, on prévoyait un départ à 64 ans. Finalement, on dit 63 ans et 9 mois. Mais tous les autres, depuis 69, cette reculade-là, on n'est pas concerné. On reste bien à 64 ans. Même chose pour les 172 trimestres. Là, vous voyez que finalement, les gens qui sont nés en 66, eux sont concernés. Ça n'a rien changé. Donc, ce qu'il faut aujourd'hui retenir de cette planche, c'est que la retraite en France, on nous dit depuis 1945, on veut faire qu'elle subsiste. Ça ne changera jamais. On a 20 millions de retraités en France, on ne peut pas faire sauter le système. Le livre blanc de Rocard en 1993 posait la question, est-ce qu'il faut garder le système à la française ou est-ce qu'il faut changer ? La conclusion a été, on garde le système par répartition. C'est comment on le finance. Et ça, naturellement, il faut en tenir compte dans vos stratégies retraite, c'est comment je me construis les droits par l'intermédiaire de mes revenus professionnels. Et donc, c'est ce qu'on va voir juste après, donc la stratégie. Est-ce qu'il y a des questions déjà sur le chat là-dessus ou est-ce que tout est clair ? Pour l'instant, nous n'avons pas encore de questions. N'hésitez pas si vous avez des questions sur les slides que vient de présenter Jérôme. Et dans le chat, je les transférerai. C'est clair pour l'instant. Bon, super. Et vu que c'était les planches les plus compliquées et les plus ennuyeuses, pour ne pas dire de gros mots, on va pouvoir passer à la suite. Donc, finalement, faire une stratégie, c'est quoi ? Alors, oui, on est bon. Faire une stratégie, c'est quoi ? C'est d'abord se poser les bonnes questions. Et ça, c'est tout bête, mais nous, lorsqu'on rencontre des professionnels, la quasi-totalité des gens ne se posent jamais une petite heure pour se dire, mais finalement, moi, c'est quoi mes besoins futurs à la retraite ? Généralement, on sait grosso modo quand on veut partir. Ça, je veux partir tôt ou, comme Molière, je veux mourir sur les planches, ça, on le sait. Mais concrètement, est-ce qu'on s'est tous déjà posé la question de, mais je vais vouloir quel pouvoir d'achat à ma retraite ? Ça, c'est une vraie bonne question parce que, et d'ailleurs, ça concerne aussi votre pouvoir d'achat actuel et notamment votre train de vie, ce que vous faites du pouvoir d'achat. Les gens qui sont cigales aujourd'hui seront cigales à la retraite. Donc, concrètement, il va vous falloir combien à la retraite pour vivre décemment ? Ne serait-ce que ce pouvoir d'achat-là, vraiment, l'argent qui tombe sonnant et trébuchant chaque année. Mais après, derrière, il faut aussi se poser la question de, mais est-ce que j'aurai encore des charges ? Exemple, quand je prendrai ma retraite, est-ce que j'aurai encore des emprunts ? Emprunts personnels, emprunts professionnels. Est-ce que j'aurai des enfants qui seront en études ? Bref, est-ce que j'ai des enfants qui coûteront cher ? Donc ça, pareil,
rarement les gens se font une petite frise là, temporelle en se disant finalement, quand est-ce que mes charges vont s'arrêter, quand est-ce qu'elles vont continuer et à quel moment je vais prendre ma retraite. Hyper important. Pareil, à ma retraite, est-ce que je devrais protéger mes proches? Là, c'est intéressant, là, puisque je vois 61% d'entre vous ont des enfants à charge. Est-ce que vous aurez encore des enfants à charge à la retraite? Même chose au niveau du conjoint. Est-ce qu'il y a une différence d'âge entre conjoints? Et là, on le verra tout à l'heure, ça pose problème. Est-ce que mon conjoint a des revenus inférieurs à moi? Et donc, ça veut dire, est-ce que finalement, ma retraite va aussi être la retraite du couple? Hyper important de se poser cette question. Et enfin, les projets. On a parlé tout à l'heure, juste avant, de quel va être mon pouvoir d'achat nécessaire au quotidien. Mais après, derrière, c'est quoi mes projets? Est-ce que je veux faire un tour du monde? Est-ce que je vais peut-être avoir une deuxième vie professionnelle à financer? Est-ce que je vais vouloir donner un coup de main à mes enfants pour se lancer dans la vie professionnelle? Bref, quels vont être mes besoins de revenus réguliers? Quels vont être mes besoins de capitaux? Essentiel de faire ce travail si on veut établir une vraie stratégie ensuite pour faire mieux. Pareil, les éléments à prendre en compte pour ma future stratégie, c'est à quel âge je vais pouvoir prendre ma retraite et donc quelle sera ma retraite des régimes obligatoires. Vous avez vu tout à l'heure, on peut prendre sa retraite à 64 ans et éventuellement un peu avant si j'ai beaucoup de trimestres et si j'ai commencé à travailler avant l'âge de 20 ans. Mais concrètement, si ce n'est pas le cas et que je veux partir tôt, quelle sera ma décote? Et concrètement, quel sera le niveau de mes revenus au niveau des régimes obligatoires? Au niveau aussi de ma fin de carrière, est-ce que je veux m'arrêter d'un coup? Est-ce que je veux faire une retraite progressive, un cumul emploi-retraite? Bref, quelle sera ma stratégie en fin de carrière? Ça, c'est hyper important, notamment quand on a une différence d'âge entre les conjoints, par exemple. Parce que peut-être que je vais continuer à travailler, mais de manière plus tranquille, en attendant que mon conjoint soit à la retraite. Troisième chose, quel sera mon patrimoine? Hyper important. Dans ma construction patrimoniale, finalement, j'aurai quoi à ma retraite? Ce patrimoine, est-ce qu'il va m'apporter des revenus? Est-ce qu'au contraire, il va m'apporter des capitaux? Donc, est-ce que ce patrimoine va être adapté à mes besoins? Je vais vous donner un exemple tout bête. Si votre objectif, c'est de faire 2 tours du monde au début de votre retraite et que vous n'avez que du patrimoine immobilier avec des locataires, vous n'allez pas dire à vos locataires, là, je vais vous prendre l'équivalent de 10 ans de loyer pour financer mes tours du monde et pendant 10 ans ensuite, vous ne me donnerez plus rien. Donc, est-ce que j'ai aussi du patrimoine liquide pour financer mes besoins en capitaux? Derrière aussi, la transmission. Et là, la transmission, elle vient dans les deux sens. Quand je parle de patrimoine, alors bon, je suis désolé, mais c'est aussi d'évaluer est-ce que je vais bénéficier d'héritage. Ça aussi, il faut en tenir compte dans le patrimoine qui sera le mien pour financer mes projets. Mais il y a aussi, dans mon patrimoine, qu'est-ce que je vais vouloir transmettre à mes proches. Encore une fois, là, 60% des gens, vous avez des enfants, souvent, à ma retraite, je vais vouloir transmettre soit du capital, soit de l'immobilier, soit les deux. Et donc, ça va venir m'appauvrir. Et donc, où est-ce que j'en serai, moi, dans mes besoins de revenus futurs? Et derrière, enfin, la vente de mon outil de travail. Alors, généralement, quand on est freelance en consulting, l'outil de travail ne se vend pas. Mais par contre, peut-être que certains ont développé des logiciels, etc., que vous pourrez vendre. Peut-être que vous aurez aussi investi dans de l'immobilier professionnel que vous pourrez revendre. Si vous vendez, à qui? Si c'est un enfant ou un repreneur que vous ne connaissez pas, là, c'est pareil. Quelle sera la fiscalité? Comment je fais pour transmettre? Tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser bien avant parce qu'après, c'est des choses à organiser, à organiser au niveau professionnel et aussi à organiser au niveau patrimonial. Donc, vous voyez, pour construire une bonne stratégie pour sa retraite, c'est quoi mes besoins et quels seront les moyens que j'aurai à ma disposition et est-ce que ces moyens seront adaptés pour financer mes besoins? Et c'est ça qui, derrière, va nous permettre d'avoir une vraie stratégie ensuite d'investissement. Trop souvent, nous, on voit des gens qui se posent une question d'investissement purement par rapport à la fiscalité. En France, on adore payer moins d'impôts. Et d'ailleurs, les réformes des retraites, là,
je ne vous ai parlé que de mesures coercitives. On vous rajoute des trimestres à avoir, on baisse les futures prestations de retraite. Mais on a aussi des mesures incitatives à faire plus au niveau des retraites. Et ces mesures incitatives, très souvent, c'est de défiscaliser. Bon. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour vous, financer votre future retraite, il faut se dire, la fiscalité, c'est la cerise sur le gâteau. Concrètement, quand j'investis, il faut que ce soit un investi qui corresponde bien au financement de mes besoins futurs, là, tout ce dont j'ai parlé juste avant. Et avant d'investir, il faut savoir que déjà, on peut améliorer les régimes obligatoires. Donc là, par exemple, il y a certainement des gens qui cotisent à la CIPAV. Eh bien, la CIPAV, jusqu'à il y a très peu, on pouvait demander à surcotiser pour sa retraite. Ça, c'est terminé depuis que les URSSAF ont repris donc les cotisations CIPAV. Et le côté surcotisation, etc., tout ça a disparu. Donc, si parmi vous, il y a des gens qui avaient fait des choix de surcotiser ou de cotiser pour que la rente soit 100% réversible, il faut savoir que depuis un an, là, tout ça, c'est fini depuis la reprise des cotisations URSSAF. Pour tous ceux qui sont au SSI ou qui sont salariés, améliorer les régimes obligatoires, maintenant, comme la CIPAV, on peut déjà changer de statut. Peut-être que pour certains, vous êtes salarié, ça vaudrait le coup de basculer en TNS, et d'autres qui sont en TNS, ça vaudrait le coup de basculer salarié. Ça peut permettre de financer sa retraite. Augmenter, baisser les revenus peut aussi, donc augmente naturellement les cotisations, mais ça augmente aussi la retraite. Là, je ne l'ai pas mis, mais racheter des trimestres pour partir plutôt sans décote, ça permet aussi d'augmenter sa retraite. Donc déjà, vous voyez, rien que les régimes obligatoires, on a des leviers pour bien améliorer sa retraite et aussi améliorer la retraite de son conjoint par l'intermédiaire des réversions. Après, vous avez naturellement les investissements en immobilier, en financier. Donc, pour l'immobilier, vous avez l'immobilier personnel, vous avez aussi l'immobilier professionnel. Bon, ça ne fait pas l'objet de ce webinaire, mais naturellement, l'immobilier est une bonne façon de se constituer de la retraite. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas faire que de l'immobilier, parce que si on a un gros projet à financer, soit on vend l'immobilier à l'arrache, ou soit il faut avoir vraiment des locataires bienveillants. Pour le financer, là, pour le coup, il est hyper important de toujours se poser la question des besoins, puisque aujourd'hui, on a le PER qui est énormément mis en avant. Peut-être que parmi vous, vous avez beaucoup de gens qui ont déjà souscrit des PER. Alors, le PER, c'est quoi? C'est la possibilité d'investir pour sa retraite tout en bénéficiant d'une économie d'impôt. Tout ce que je vais faire dans le cadre du PER va être déductible de mes impôts perso. Et si j'ai une SARL, par exemple, et que c'est la SARL qui prend en charge le PER, donc c'est elle qui défiscalise, et pour moi, ce n'est pas un avantage en nature. Donc, naturellement, le PER est une excellente façon de se constituer de la retraite. Alors, par contre, attention, parce qu'il y a PER et PER. Donc là, je vois, on a donc 58% maintenant des gens qui ont des enfants à charge. Et bien, dans le cadre du PER, vous avez deux types de PER. Vous avez ceux qui permettent de transmettre l'argent hors succession, et puis vous avez des PER qui, eux, rentrent dans le cadre de la succession. Donc, déjà, naturellement, si vous avez des enfants à charge et que vous êtes célibataire, il vaut mieux privilégier le PER qui permet de transmettre hors succession, parce que sinon, c'est un peu rude pour les enfants de devoir donner une grande partie de l'argent aux impôts. Le PER, il y a aussi plein de conditions de sortie. Tout à l'heure, on s'est posé la question de ça va être quoi mon besoin minimum de revenus à ma retraite. Eh bien, vous avez des PER qui n'ont qu'une sortie en capital, puis vous en avez d'autres qui permettent la sortie en rente. Et la vraie question, c'est est-ce que la rente sera bien adaptée à votre situation? Exemple, est-ce qu'on a la possibilité d'avoir une réversion? Est-ce qu'on peut transmettre à ses enfants pendant la perception de la rente, etc., etc. Donc, voilà. Donc, déjà, la question, c'est est-ce que le PER me permet de financer les besoins qui seront les miens et est-ce que j'ai souscrit le bon PER? Hyper important d'y réfléchir. Dernière chose, le PER, s'il est défiscalisant, l'argent que je vais percevoir, lui, est fiscalisé. Donc, le PER, ça reste bien un financement de retraite. Ce n'est pas fait pour sortir de l'argent en une fois. On peut le faire dans l'absolu, mais on donne une grande partie aux impôts. Donc, ce qui veut dire que tout ce qui est épargne,
PEA, assurance vie, etc., ben, ça reste aussi des solutions qui permettent de financer de la retraite. Je vous donne un exemple tout bête. Vous souhaiterez solder un emprunt au début de la retraite, eh bien ça, c'est l'épargne assurance vie qui va permettre de le faire. Vous souhaitez transmettre des capitaux à des enfants, eh bien l'épargne assurance vie pourrait être là aussi une très bonne solution si le PER, lui, permettra de protéger un conjoint qui a beaucoup moins de retraite que vous. Bref, ce que je vais dire là est idiot, mais il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Et surtout, il faut toujours accrocher les systèmes d'investissement qui correspondront bien à votre situation. Et donc, il faut faire des investissements qui vous permettent aussi de changer le braquet si les besoins ne sont plus les mêmes. Si par exemple, vous avez une stratégie couple et que malheureusement, il y a une séparation ou une disparition, il faut pouvoir à un moment donné aussi pouvoir changer ses systèmes d'investissement et ne pas perdre son argent ou être dans une impasse. Et tout ça, donc, toujours en se posant la question de la transmission, puisque naturellement, l'immobilier et certains contrats PER, eux, sont transmissibles, mais en prenant donc les droits de succession napoléoniens. Et puis, vous avez d'autres PER et des systèmes d'épargne qui permettent d'adoucir énormément la transmission. Et donc, ça aussi, il faut y penser lorsque vous allez investir. Avons-nous des questions par rapport à tout ça ? Oui, nous avons eu quelques questions en attendant. Alors, la première, elle vient de Stéphane, qui te dit en TNS, en partant à l'âge légal avec tous mes trimestres, oui, qui représente ma retraite en pourcentage par rapport à ce que je rémunère aujourd'hui, grossièrement 30% ou 50% ou autre. Alors, Stéphane, bonne question. En fait, ça dépend des revenus. Auparavant, la CIPAV était totalement inversement proportionnelle aux autres. La CIPAV était une caisse où plus j'avais de revenus et plus je me constituais de revenus à la retraite. Mais depuis qu'on a fini le système de classe, là, depuis que les URSSAF ont repris les cotisations, maintenant, on va retrouver un peu la même chose que le SSI, c'est-à-dire grosso modo, quand mes revenus sont inférieurs à 30 000 euros par an, j'aurai une retraite qui va correspondre à peu près à 60% de ma retraite. Et plus mes revenus vont augmenter, et moins la proportion sera importante. Donc, par exemple, pour quelqu'un qui va gagner 80 000 euros par an, on va plutôt être autour de 35-40% max de retraite acquise. J'espère que je réponds bien à la question. Et sinon, Stéphane, vous verrez, pourra répondre de manière beaucoup plus précise par le petit cadeau que vous proposera le hibou. Nous avons également une question de Florence qui dit « La retraite progressive est-elle possible pour un mandataire social, président du SASU? Si oui, comment prouve-t-on le pourcentage de diminution de travail ?» Alors oui, la réponse est oui. Et vous savez, on fait toujours compliqué en France, c'est-à-dire qu'on a des réformes donc qui passent par la loi, donc c'est toutes les réformes que je vous ai évoquées. Et puis après, on a aussi des petits ajustements qui sont faits soit par les lois de financement de la sécurité sociale, ou soit les lois de finances purement fiscales. Donc là, on a des lois de financement de la sécurité sociale qui sont venues assouplir les régimes de retraite progressive. Auparavant, la retraite progressive, elle n'était possible que pour les salariés. Point. Et maintenant, elle est accessible à tous les Français, quel que soit votre statut, quel que soit votre âge. Donc, si je suis TNS, si je suis mandataire d'une SAS, j'ai droit à la retraite progressive. Et d'ailleurs, l'État aujourd'hui, c'est ce qu'il promeut. Jusqu'à maintenant, depuis la réforme des retraites 2003, l'État était plus sur la promotion du cumul emploi-retraite. Aujourd'hui, on ne peut pas faire de cumul emploi-retraite avant l'âge de 67 ans. Donc, madame, la retraite progressive, voilà, c'est ce que l'État met en avant. Alors maintenant, comment ça marche la retraite progressive? Hyper simple. D'abord, ça ne peut être fait qu'à partir de l'âge de 60 ans. Il faut avoir un minimum de trimestres, 150 trimestres. En dessous de ça, je n'y ai pas droit. Et en fait, l'idée, c'est quoi? L'idée de la retraite progressive, c'est je baisse le pied et je vais percevoir en anticipation une partie de ma retraite. Le pourcentage, c'est vous qui le décidez.
Je vous donne un exemple. Si vous prenez la décision d'être à 50-50, eh bien donc, vous allez baisser vos revenus à 50% et l'État va vous faire le calcul de votre retraite à maintenant et vous versera 50% de cette retraite calculée à maintenant. Donc, pendant un certain nombre d'années, et ça peut aller jusqu'à 67 ans, vous allez percevoir donc 50% de vos revenus, 50% de la retraite acquise, et donc vous allez continuer à valider des droits à la retraite. Et quand vous prendrez officiellement votre retraite, alors généralement on fait ça pour atteindre le taux plein, hein, le nombre de trimestres requis, et bien c'est là où l'État va recalculer la retraite avec donc les droits qui ont été acquis là, pendant la retraite progressive, et donc vous percevrez à ce moment-là, quand vous prendrez votre vraie retraite, la nouvelle retraite calculée. Donc, j'espère que j'ai été clair. Sinon, n'hésitez pas à reposer une question. Alors, nous avons une autre question qui vient de Jérôme. Alors, Jérôme nous dit, j'ai 64 ans, je perçois une retraite à taux plein, CNAV, AGIRC, ARCO, je ne sais Oui. pas si je le prononce bien, et j'exerce une activité freelance dans l'IT en mode cumul retraite-emploi. Oui. J'ai entendu que ce mode allait être sévèrement revu en 2027, plafond à 7 000 € par an sur deuxième activité. Serons-nous impactés rétroactivité de la loi et quelles sont les solutions d'optimisation fiscale et de structure URL et SASU? Alors, donc non, vous n'êtes pas concerné aujourd'hui puisque justement, vous bénéficiez déjà officiellement du système. En fait, jusqu'à maintenant, le système était très simple. Si j'ai ma retraite à taux plein, donc si j'ai tous mes trimestres, et que je prends bien ma retraite, que je ne laisse rien traîner en route, à ce moment-là, je peux bénéficier de ma retraite sans aucune contrainte et avoir les revenus professionnels que je veux. Je peux même percevoir 1 milliard d'euros par an si je veux. Il n'y a pas de contrainte. À partir de l'année prochaine, toutes les personnes qui souhaiteraient bénéficier de ça, eh bien, il faudra qu'elles aient à minima 67 ans. Et donc, puisque vous en bénéficiez aujourd'hui, on ne reviendra pas en arrière. Maintenant, si l'État, l'année prochaine, lors de la prochaine loi de financement sécurité sociale, si elle revenait là-dessus, eh bien là, ce sera très simple. Hein, il faudra stopper votre cumul emploi-retraite, vous continuez bien à percevoir votre retraite et votre activité professionnelle, vous la faites en SASU. Et à ce moment-là, c'est la SASU qui facture votre activité à vos clients. Vous générez du chiffre d'affaires, vous l'imposez à l'impôt société et le reste, vous le prenez en dividende soumis à la flat tax. Et naturellement, flat tax, on va voir ce qu'elle deviendra puisque certains candidats aux élections présidentielles voudraient la faire disparaître. Donc, ce que je suis en train de vous dire, naturellement, il faudra voir loi de financement de l'année prochaine plus élection présidentielle. Mais en tout cas, si rien ne changeait, il faudra faire ça si un jour le cumul emploi-retraite, on revenait en arrière. Très bien, merci beaucoup. Nous avons encore une question de Staffine qui nous dit « Y a-t-il des règles à connaître si on est non-résident fiscal ?» Alors, non-résident fiscal, ça pose surtout un problème pour la planche qu'on a là, c'est sur les financements. Par exemple, on ne peut pas faire de PER si on n'est pas résident fiscal français. Maintenant, je peux travailler en France, me constituer des droits à la retraite, et si je ne suis pas résident fiscal, eh ben c'est simple, ma retraite sera fiscalisée en fonction de la fiscalité de là où j'habite. Donc, si je suis dans un pays qui est très fortement fiscalisé, ma retraite sera très fiscalement fiscalisée. Si j'habite à Tahiti, eh bien, j'aurai une retraite qui sera nette de toute fiscalité. Et nous avons encore deux petites questions et puis tu pourras passer sur la prochaine slide qui nous vient de Florence qui dit puis-je augmenter mon revenu cette année pour pouvoir le réduire à 50% l'année prochaine et toucher 50% de ma retraite? Oui. Après, derrière, de toute façon, ça, vous savez, là, je suis en train de vous expliquer tout ça, mais après, vous passez par la moulinette de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et c'est elle qui vous dira exactement, justement, les conditions du cumul emploi-retraite. Hein. Mais oui, après, tant que vous êtes en activité, vous faites comme vous voulez. La vraie question, parce que finalement, tout est écrit pour les salariés, c'est le relativement simple. Et donc, Florence, si vous allez sur le site Info Retraite,
qui est un site que l'État avait créé, ça c'était en quelle année? C'était en 2015, je crois. Vous aurez pas mal de réponses et pour le moment, tout est écrit pour les salariés. Donc, vous aurez, puisque vous êtes mandataire, là, voilà, vous aurez tout. La vraie question se pose pour les TNS. Pour le moment, on dit bien les TNS ont droit au cumul emploi-retraite, mais c'est difficile puisque quand j'ai un BNC, ben, ce n'est pas un revenu pour le coup que je décide comme un salarié, tout comme quid de mon temps de travail quand je suis TNS. Donc, on attend que l'État écrive beaucoup de choses pour les TNS pour préciser les conditions réelles pour la retraite progressive. Oui, Jérôme, je me permets d'intervenir. C'était en fait la question de Florence portait plus sur la retraite progressive. En fait, c'était plutôt l'idée sur le mandataire social de dire effectivement par rapport à la prise en compte de sa rémunération, où là, on va se retrouver sur la moyenne des cinq dernières années. Et c'est pour ça que ma réponse reste évasive parce que. Et oui, je comprends. Ouais. Tout est écrit pour les salariés non mandataires, puisque là, on tient compte du droit du travail et donc aussi du temps de travail. Puisque pour un salarié, naturellement, la rémunération et le temps de travail sont liés. Pour un mandataire, c'est plus compliqué. C'est pour ça que Florence, après, le mieux, c'est vraiment de prendre contact avec la CNAB qui vous donnera ses conditions. Voilà, c'est encore une fois ce qu'il faut comprendre, et c'est ça qui est très embêtant en France, c'est que finalement, tout a été écrit pour les salariés. Et après, on n'a que des exceptions. C'est-à-dire que les dirigeants d'entreprise deviennent des exceptions. Les TNS sont des exceptions. Mais grosso modo, le gros de la troupe, là, c'est les salariés. Tout a été écrit comme ça. Ne frappez pas le messager. Hein. Moi, je n'ai rien à voir avec les... Et il y a une dernière, Adèle, du coup, qui nous dit pour la retraite progressive pour un TNS, ce n'est pas évident de s'engager pour avoir des bénéfices qui atteindront 50%. Si crise, bénéfices peuvent tomber à zéro. Continue-t-on de toucher malgré tout 50% de la retraite progressive? Oui. C'est-à-dire que quand l'engagement est pris du calcul, en fait, c'est vraiment l'instant T qu'on va calculer la retraite, on ne va pas la recalculer chaque année. Mais effectivement, si à un moment donné, je ne touche que 50% de ma retraite, et encore une fois, ce n'est pas de ma future retraite, c'est bien la retraite calculée à maintenant, donc qui est moindre. Et donc, c'est là où après, il faut avoir les conditions de ressources derrière. Ok, très bien. Alors, nous n'avons pas d'autres questions pour l'instant. Je pense que tu peux continuer. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas surtout de nous les poser dans le chat. Et bien maintenant, la vraie question, c'est, une fois que j'ai dit tout ça, ok, c'est bien beau, mais comment je fais ? Parce que certes, je peux avoir des informations, mais ensuite, il va falloir toutes ces informations globales, les transformer en données personnelles. Ben, c'est là où justement, le hibou vous propose de bénéficier d'un audit personnalisé, alors qui serait fait par des conseillers AG2R La Mondiale. Et donc, l'idée, c'est quoi ? Ben, l'idée, c'est de faire un bilan de protection sociale. Et ce bilan de protection sociale, il va se faire finalement sur exactement les mêmes étapes que je vous ai évoquées tout à l'heure. C'est-à-dire que la première étape, c'est d'abord avoir une vue d'ensemble. Donc nous, lorsqu'on va rencontrer un professionnel, qu'il soit salarié ou TNS, c'est là où on va le bombarder de questions de c'est quoi votre situation actuelle, votre situation personnelle et professionnelle, ce sera quoi votre situation à la retraite, quel est votre train de vie aujourd'hui. Et la notion du train de vie, c'est assez intéressant. Avec mes revenus, je paie mes impôts, c'est ce qui me donne mon pouvoir d'achat. Mais après, ce pouvoir d'achat va se transformer en train de vie, c'est-à-dire ce que je vais faire moi personnellement de mon pouvoir d'achat. Et là, vous avez des gens qui, avec le même pouvoir d'achat, certains vont tout dépenser, voire même vont être dans le rouge à la fin de l'année, puis d'autres, au contraire, vont être des fourmis qui vont mettre un peu d'argent de côté. Eh bien, ça, déjà, c'est ce qui détermine le besoin de couverture immédiat, donc c'est ce qu'on appelle la prévoyance. C'est mon train de vie que je vais devoir assurer en cas d'arrêt de travail et d'invalidité. Et c'est ce train de vie que je vais devoir aussi assurer pour ma retraite, parce que moi, je peux vous garantir que les gens qui sont habitués à avoir un train de vie assez important en activité professionnelle, le jour où on ne leur donne plus que 30 ou 40% à la retraite, ça leur fait un drôle de truc, même s'ils ont du patrimoine à côté avec des capitaux dans lesquels on va pouvoir piocher. Donc, la question là donc des besoins futurs, etc., c'est nous qui vous posons plein de questions. Ensuite, notre métier, c'est de faire une photographie de vos droits. C'est la deuxième étape, c'est la synthèse de votre situation. Donc, c'est là où on va aller
chercher tous les droits que vous avez acquis. Alors, pour certains, par exemple, ça peut être aussi si j'ai eu une activité professionnelle à l'étranger, comment ça fonctionne. Certains ont fait du service militaire, etc. Donc, on va aller chercher tous ces droits-là et on va calculer les droits à la retraite. Et on va aussi regarder naturellement tous les contrats que vous avez pu mettre en place. Donc, on va tenir compte de tout l'immobilier que vous avez mis en place, on va tenir compte des PER que vous avez mis en place, de l'assurance vie, etc. On va en faire une lecture, on va regarder, vous savez, tous les articles là qu'on ne regarde jamais. Par exemple, le PER, est-ce que les investissements qui sont faits correspondent bien à ce que vous souhaitez? Par exemple, quelquefois, on a des tempéraments sécuritaires qui s'aperçoivent que finalement, tous les investissements sont faits en ultra financier. Bon, ça, on peut le regarder aussi. Étape 3, c'est là où on réfléchit aussi aux solutions. Donc, on vous présente la comparaison entre la photographie qu'on a faite de vos droits et de vos contrats et des besoins. Et c'est ce qui va nous déterminer les financements qu'il faut faire. Et donc, après, on voit ensemble, est-ce que c'est de l'IMO, est-ce que c'est du financier, est-ce que c'est du PER? Et puis après, naturellement, dans l'étape 4, c'est le suivi sur le long terme. C'est ce que je vous disais, on peut établir des stratégies hyper fines, mais ma situation professionnelle peut changer, ma situation personnelle peut changer. Et là, naturellement, il faut pouvoir adapter les investissements par rapport à ça. Tout comme aussi, il faut un vrai accompagnement fiscal. Tous les gens qui font du PER, là, attention, ce qui est écrit dans les avis d'imposition peut être parfaitement faux, en fonction de tout ce que vous faites à côté. Quelquefois, ce qui est écrit là dans les capacités PER, c'est totalement faux. Et l'État l'écrit bien dans l'avis d'imposition. C'est purement informatif. C'est le jour où vous avez un contrôle fiscal que là, l'œil de l'État n'est plus informatif, mais est coercitif. Donc voilà, ça, c'est le bilan qu'on vous propose de réaliser. Donc, vous voyez, tout ce qu'on a dit de manière globale tout à l'heure, là, on le fait de manière très personnalisée. Puis, voilà, après, derrière, on va vous présenter tout ça soit de manière graphique ou soit de manière chiffrée. Ça, c'est vous qui nous dites ce que vous préférez, pour pouvoir déjà voir si la couverture ici à gauche, là, ce qui apparaît en orange et jaune, au regard de ce qui est en bleu, donc de vos revenus et de vos besoins actuels, est-ce que la couverture de prévoyance correspond bien à ce dont vous avez besoin? Et là, je vais vous donner aussi un exemple tout bête. C'est la rédaction des clauses bénéficiaires sur tous les régimes obligatoires et facultatifs. Donc, ma garantie d'essai à la CIPAV, ma garantie d'essai au SSI ou ma garantie d'essai à la Sécurité sociale, est-ce qu'elles sont bien conformes à ce que je souhaite? Est-ce que ça va bien aux gens que je souhaite? Et mes PER, mon assurance vie, même chose, est-ce que ça va bien là où je veux que ça aille? Et puis après, à droite, vous voyez en bas, c'est les revenus futurs. Avec, vous voyez, là, j'ai Jean et Jeanne, donc c'est aussi comment on se protège l'un l'autre en tant que couple, c'est ce qu'on appelle la réversion. Puis après, le vert, ce que j'ai mis en place de manière supplémentaire, est-ce que ça apporte réellement ce dont j'ai besoin? Et au-dessus, est-ce que j'ai bien les capitaux qui permettront de financer ce dont j'ai besoin? On a cette présentation ici qui est donc sous forme de graphique. Après, on peut avoir la même chose sous forme de chiffres pour ceux qui préfèrent les chiffres. Voilà, donc ce bilan, donc il a un prix. Laurent en a parlé au tout début, mais qui est assumé par le hibou. Donc, si vous souhaitez en bénéficier, là, vous revenez vers le hibou et puis c'est eux qui ensuite vous aiguilleront vers les conseils AG2R La Mondiale de votre lieu de résidence, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, nous sommes présents sur tout le territoire et aussi dans les territoires outre-marins. Voilà, moi j'en ai terminé. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions depuis. Oui, juste peut-être pour compléter. Merci beaucoup déjà. Juste pour compléter, par rapport effectivement à la prise de rendez-vous, sachez que vous avez la possibilité, ça a été mis en place donc par Blanche sur votre site dédié Le Hibou, et vous avez la faculté de pouvoir solliciter un rendez-vous, voilà, directement par rapport au lien qui a été communiqué. Voilà. Merci beaucoup déjà, Jérôme, pour cette présentation. Nous avons effectivement des questions. Encore une fois, Florence, du coup, qui nous dit « En retraite progressive, puis-je utiliser mon compte formation ou sera-t-il bloqué par le déclenchement de la retraite progressive ?» Alors, normalement, tous ces comptes-là sont débloqués à la vraie retraite. Ok, d'accord. Une Il y a autre vraiment de deux France. événements. Il y a déclenchement de la retraite progressive, puis après, il y a le déclenchement de la vraie retraite. Et c'est là où, justement, on peut tout déclencher. Et d'ailleurs, puisque là, on parle de ce compte-là, mais on parlait de PER tout à l'heure, on parlait de loi Madelin, qui
alors qui est maintenant incluse dans le cadre du PER, mais tout ça, je ne peux le toucher qu'à mon âge légal de retraite. Donc, si je bénéficie de la retraite progressive, je ne peux pas déclencher mes lois Madelin, mes PER, mes articles 83, tout ce qui a été fait en complément pour financer ma retraite. C'est bien à l'âge légal ou au moment où je prends ma retraite réelle que je pourrais déclencher tout ça. Une autre question du coup de François qui nous dit on peut racheter des trimestres de retraite, je crois, dans quelles conditions? Si on a travaillé un peu avant son service militaire, est-ce qu'il y a des trimestres de retraite comptabilisés pour la retraite? Oui. Service volontaire de 14 mois dans mon cas. Oui, oui, c'est oui à tout. En fait, lorsque nous faisons un audit, là, lorsque on fait les calculs de retraite personnalisés, on va chercher les relevés de carrière. Et dans les relevés de carrière, justement, n'apparaissent pas les trimestres dont on vient de parler, le service militaire, etc. Mais donc ça, naturellement, il faut juste faire état de son état de service à la Sécu pour pouvoir aller valider les trimestres. Et là, c'est vraiment des trimestres. Si j'ai fait 14 mois, ça vous donne 5 trimestres. Ok, très bien. Nous avons une autre. Vas-y. Eh bien, le rachat de trimestre, on a plusieurs typologies de rachat de trimestre. On a le rachat de trimestre qui existe depuis 2003, qui est valable pour tous les Français. C'est celui qui est le plus cher. Et ça, je rachète des trimestres d'années d'études supérieures au bac ou des trimestres d'années incomplètes. Mais maintenant, je peux avoir des ristournes. Avant l'âge de 30 ans, si j'achète des trimestres, j'ai des ristournes. Si je suis une assistante maternelle, je peux avoir des ristournes. Si j'ai fait toute ma vie en tant que TNS sans avoir un seul trimestre de salarié, je peux acheter des trimestres non plus, comme je viens de le dire là depuis 2003, ceux qui coûtent cher, mais je rachète des trimestres au prix de ce qu'ils sont pour les TNS et ça coûte beaucoup moins cher. Donc voilà. Alors je suis désolé là aussi, je ne peux pas donner une réponse qui est valable pour tout le monde. Tout dépend à chaque fois de vos situations. Merci beaucoup. Nous avons Laurence qui te dit bonjour, TNS depuis plus de 15 ans. Est-ce que ce bilan peut être fait par monsieur Coquilla, du coup, toi, Jérôme, qui connaît bien notre problématique? Oui. Alors, rassurez-vous, les conseillers qui s'occuperont de vous chez nous sont tous formés, c'est-à-dire que ce que j'ai fait là, en fait, il y a 1000 personnes capables de le faire chez nous, donc vous serez bien prêts. Il faut savoir que nous, la formation, elle dure 3 ans chez nous, donc tout devrait bien se passer, Laurence. Une dernière question du coup de Christophe qui dit si je suis trop juste sur mes trimestres et cotisations autres, puis-je retarder mon âge à la retraite d'autant que je le souhaite en tant que gérant SASU? Complètement. Là, en fait, on est bien sur donc une vraie gestion de carrière fine. Comme je vous le disais tout à l'heure, à 67 ans, on ne se posera plus la question du nombre de trimestres. Vous aurez une retraite à taux plein. Donc, on n'aura pas la décote sur les trimestres et on n'aura pas l'abattement sur la complémentaire Agirc-Arrco si vous êtes salarié. Parce qu'il faut savoir que cette histoire de décote, en fait, c'est même une double peine parce qu'elle vient rabaisser tous les systèmes de retraite. Donc, plutôt que de se prendre ça, il vaut mieux effectivement continuer à travailler, continuer à valider des trimestres. Et donc, il vaut mieux, si vous pouvez ralentir, il faut savoir que grosso modo, avec l'équivalent de, cette année, 7 500 € brut, vous validez 4 trimestres à l'année. Donc, c'est l'équivalent de 1500 SMIC horaires pour valider un trimestre. Donc, grosso modo, avec 8 000 € brut cette année, vous validez 4 trimestres. Donc, il vaut mieux continuer à faire l'effort de se rémunérer un petit peu pour faire ça. Et si vous n'avez plus la possibilité, par votre outil professionnel, de vous rémunérer au moins ce que je viens de déterminer, donc 8 000 bruts ou 8 000 nets quand je suis TNS, là, à ce moment-là, je peux aller faire une cotisation volontaire. Donc là, il faut contacter la Sécu et leur dire, voilà, moi, je veux une cotisation volontaire pour aller cotiser par moi-même pour bénéficier de 4 trimestres. Ok, très bien. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, vous avez encore 5 minutes. Et Blanche, est-ce que tu peux nous mettre, s'il te plaît, dans le chat, le lien accédant à nos partenaires G2R, s'il te plaît?
Oui, je mets ça tout de suite. En tout cas, sachez pour les autres que c'est disponible sur du coup notre plateforme, notre site, dans la catégorie les partenaires à vos côtés. Et vous avez aussi reçu il y a quelques mois maintenant un mail qui résume toutes vos offres, toutes vos réductions auprès de nos partenaires justement auxquelles vous avez droit. Donc là, je vais retrouver le lien pour vous le partager, mais en tout cas, c'est disponible. En tout cas, merci beaucoup, Jérôme, pour cette présentation. Et merci à Avec toi plaisir. aussi, Laurent. Avec plaisir. Alors, nous avons une dernière question de François qui me dit « Quelle est la différence entre rachat de trimestre et cotisation retraite volontaire dont vous avez parlé juste à l'instant ?» La cotisation volontaire, c'est s'il me reste encore 3 ans à travailler, 4 ans à travailler, eh bien, je cotise de manière volontaire chaque année jusqu'à ma retraite pour valider 4 trimestres supplémentaires. Racheter des trimestres, c'est je rachète des trimestres, donc des années précédentes. Ça peut aller jusqu'à 12 maximum. Comme j'ai dit tout à l'heure, donc des années d'études supérieures au bac ou d'années professionnelles incomplètes. Et donc, je peux, si vous voulez, donc racheter du passé et puis acheter de l'avenir. Racheter le passé, c'est rachat de trimestre. Cotisation volontaire, c'est j'achète pour maintenant et à l'avenir. Ok, très bien. Et en sachant que le rachat de trimestre est défiscalisant. Donc, pour tous ceux qui parlaient là d'optimisation fiscale, ça peut être pas mal. Et notamment quand on vend un outil professionnel ou quand on a des revenus assez importants ça permet de lisser l'impôt sur la première année de retraite. Ok, très bien. Du coup, merci beaucoup. Merci à tous. Je ne sais pas si Blanche, tu es toujours connectée ou si elle a eu un problème de réseau. Alors, si nous n'avons pas d'autres questions, je vais faire la conclusion. De toute façon, le replay vous sera renvoyé juste après ce live-là par un mail et il sera aussi mis sur notre chaîne YouTube. Et vous aurez aussi droit à la présentation du coup que Jérôme nous a fait. Est-ce que tu as quelques mots de fin à faire, Blanche? Oui, désolée, j'étais un peu déconnectée, mais du coup, je vous ai partagé le lien. Encore merci à notre partenaire. Ils sont très présents, que ce soit dans nos afterworks. C'est toujours un plaisir de les revoir dans les webinaires aussi. Donc, j'espère que ça a été utile pour tout le monde. Et puis, du coup, je vous ai fourni le lien pour prendre rendez-vous si vous avez besoin. Et comme Laurie l'a très bien dit, un mail de toute façon vous sera envoyé dans la journée. Et je pense que je rajouterai aussi le lien directement dans celui-ci. Voilà, encore merci Jérôme, encore merci Laurent. Et puis, je pense avec plaisir. À tout le monde. Merci. À très bientôt. Bon appétit. Et bonne continuation à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.